Donc pour cette troisième vidéo, on va passer à la cardiologie, où là, si on reprend la fiche résumée, là, on va être dans cette partie-là. Au niveau cardio, on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc on peut commencer dès maintenant. Et donc l'examen cardiovasculaire, donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Il va y avoir plusieurs choses. Donc on va déjà voir l'interrogatoire du cardiovasculaire. Donc on va prendre l'exemple de la douleur thoracique, comment on interroge quelqu'un qui vient pour douleur thoracique. Après, on va voir qu'est-ce qu'on fait pour l'examen physique, donc l'examen sémiologique cardiovasculaire. Et on verra rapidement comment interpréter un ECG, même si vous verrez largement plus en détail dans le collège de cardio. Mais là, ce sera juste pour aborder la base de la base et pas être perdu devant un ECG. Donc, pour l'interrogatoire, là, on va prendre l'exemple de la douleur thoracique. Bien sûr, il y a plein d'autres pathologies sémiologiques au niveau cardio, mais là, il faut prendre un exemple. Donc, on va commencer par ça. Et la douleur thoracique, c'est vraiment quelque chose dont on est souvent interrogé. Et vous aurez beaucoup de cas pour le CN. Donc, les patients, en général, en cardiologie, euh, ils vont arriver pour quatre signes fonctionnels. Donc, ça va être les quatre, ça va être la douleur thoracique, donc on vient de parler, la dyspnée, la syncope et les palpitations. Donc là, c'est vraiment les quatre. Quand vous allez aux urgences, vous allez aller en stage d'urgence en D2. Vous verrez que, en général, pour les patients cardio, ils viennent pour ces quatre pathologies-là. Et juste la syncope, c'est une perte de connaissance, à différencier de la lipothymie qui est une sensation de malaise sans perte de connaissance. Donc ça, c'est pareil, vous verrez dans le collège de cardio. Mais syncope, lipothymie, ça va dans le même chapitre. C'est juste qu'il y en a un qui a une perte de connaissance et pas l'autre. Donc, on a dit la douleur thoracique. Comment on va faire l'interrogatoire? Donc ça, c'est comme l'interrogatoire de toute douleur. Comme on avait vu la vidéo précédente en neurologie, on avait fait l'interrogatoire de la douleur de la céphalée. Donc, et donc là, maintenant, on va faire la même chose, mais pour la douleur thoracique. Donc, ça va être toujours les mêmes questions. Le type de douleur, la localisation, la durée, le mode d'installation, les signes associés. Et bien sûr, on aura bien demandé avant les antécédents, les traitements, etc. Donc, le type de douleur dans la douleur thoracique, ça va plus être, on va se poser la question, est-ce qu'il y a un type d'oppression, plutôt de brûlure, de piqûre, etc. Ça va pas exactement les mêmes questions que pour la céphalée, par exemple, mais on va demander le type de douleur, la localisation, est-ce que c'est rétrosternal, est-ce que c'est d'un côté du thorax, est-ce que c'est dans le dos, les irradiations, est-ce que ça va dans les épaules, dans la mâchoire, dans le ventre, dans le dos, etc. On va demander aussi la durée, bien sûr, le mode d'installation, est-ce que ça a été rapide et brutal, ou est-ce que ça a été progressivement, depuis combien, est-ce que ça a été une douleur continue ou alors il y a eu des intermittences, les signes associés et, on l'a dit, les antécédents. Donc, devant une douleur thoracique, il faut se poser quatre questions. Normalement, vous avez vu en sémiologie cardio. Ouais, pardon, et on va se poser quatre questions étiologiques. Donc, une douleur thoracique, ça peut être dû à quoi? Au niveau cardiaque. Au niveau cardiaque, il peut y avoir, donc c'est le moyen mémotechnique, c'est pied. Donc ça va être la péricardite pour le P, le I, ça va être l'infarctus du myocarde, le E, ça va être l'embolie pulmonaire, et le D, ça va être la dissection aortique. Donc la douleur thoracique, elle a quatre causes cardio, c'est ces quatre-là. Après, il n'y a pas que ces causes-là qui donnent une douleur thoracique. Là, c'est les causes cardiologiques. Il peut y avoir, par exemple, des causes pneumologiques. Imaginons une pneumopathie, ça peut donner des douleurs thoraciques. Le pneumothorax, ça peut donner des douleurs thoraciques, la pleurésie, etc. Donc là, on s'intéresse aux quatre causes cardiologiques et c'est vraiment des urgences à éliminer en tout premier. Donc la péricardite, donc là, vous l'avez vu un peu en sémiologie normalement, en P2, où là, c'est rythmé par l'inspiration, c'est-à-dire que quand on va respirer, on va faire une grande inspiration, là, on va avoir une douleur qui va s'accentuer. Et la douleur de la péricardite, elle est continue. Il n'y a pas de diminution de la douleur, c'est juste qu'en inspiration, elle va être encore plus forte. Et souvent, il y a une position qui permet de la soulager. Donc, il a encore mal, mais il a moins mal. Ça va être la position penchée en avant, donc antéflexion. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette position-là, il va y avoir moins de frottement péricardique. Donc, c'est pour ça qu'il a moins mal. Ensuite, donc l'infarctus du myocarde, en général, c'est une douleur rétrosternale constrictive qui peut avoir des irradiations, dont la mâchoire, aussi le bras gauche typiquement, mais aussi ça peut être le bras droit, pas forcément que le bras gauche. Ensuite, on a l'embolie pulmonaire, où là, donc ça peut donner une douleur thoracique et souvent, c'est accompagné d'une dyspnée. Ça peut ne pas être accompagné d'une dyspnée, bien sûr, ni de douleur thoracique, mais
il faut éliminer cette étiologie. Et aussi, on a une augmentation de la fréquence cardiaque. Et la dernière, une aussi qui est une urgence absolue, ça va être la dissection aortique, où là, ça va être une douleur très, très intense et le patient, il va dire, ça irradie dans le dos. Vraiment, ça fait mal, ça traverse dans le dos. Et souvent, on peut retrouver une asymétrie tensionnelle. Donc, quand on va prendre la tension au niveau des deux bras, il va y avoir une différence entre ces deux tensions. Donc, voilà les 4 causes cardiologiques à éliminer devant une douleur thoracique. Après, comme je vous ai dit, il y a d'autres causes, mais là, c'est les plus urgentes. Maintenant, une fois qu'on a vu l'interrogatoire, l'exemple de la douleur thoracique, donc maintenant, on va faire qu'est-ce qu'on fait pour examiner un patient qui vient pour une cause cardiologique. Donc, premièrement, on va rechercher les paramètres vitaux. Donc ça, comme je vous l'avais dit en neurologie, souvent, on va vous les donner par l'infirmier et l'infirmière, mais ça peut être à vous, vous pouvez être mené à prendre les paramètres vitaux. Donc là, normalement, vous avez déjà vu ces paramètres. Donc la fréquence cardiaque, elle est normalement comprise entre 60 et 100 battements par minute. La pression systolique est entre 90 et 140 mm de mercure et la diastolique entre 60 et 90. S'il est en dessous de 90 de systole et en dessous de 60 de diastole, il va être en hypotension. Et s'il est plus de 140 de systole et 90 de diastole, il va être en hypertension. Ensuite, on va prendre la saturation en oxygène, en air ambiant. Donc, c'est-à-dire qu'en air ambiant, c'est-à-dire que le patient n'a pas d'oxygène au nez, donc il respire dans l'air. Et en général, la saturation est supérieure à 95%. On verra en pneumologie qu'il peut y avoir des valeurs qui diffèrent selon la pathologie du patient. Mais là, pour un patient normal comme vous, normalement, on est compris on a vers 99-100%, mais on considère qu'un patient qui a une pathologie cardiaque, il est normal au-dessus de 95% de saturation. Après, bien sûr, on va prendre la température, la fréquence respiratoire, la glycémie, et ça va être les principaux paramètres vitaux. Donc, une fois qu'on a ça, ça va beaucoup nous orienter pour l'étiologie. Comme on a dit, par exemple, dans la dissection aortique, on peut avoir une différence de tension artérielle entre les deux bras. Donc, déjà, la pression, ça peut être un indice et même savoir si le patient est en choc ou pas. Et pareil pour la fréquence cardiaque, souvent dans l'embolie pulmonaire, vous avez une augmentation de la fréquence cardiaque, donc au-dessus de 100 battements par minute. Donc, comment maintenant on mesure la pression artérielle? Donc, maintenant, il y a beaucoup de systèmes automatiques qui mesurent la pression. Vous mettez juste le brassard et la machine mesure automatiquement la pression artérielle. Mais on peut être amené aussi à la mesurer sans machine automatique. Donc, ça, c'est à vous de la calculer. Donc, on va se servir en fait du brassard et du stéthoscope. Donc, comment on fait? Donc, le brassard, on le met au niveau de l'artère humérale, donc au niveau du bras. Et ensuite, pour savoir quelle est la pression artérielle, on va mettre son stéthoscope dans le creux du coude, ici. Donc là, il y a le brassard qui est à ce niveau-là. On va mettre, on va mettre le stéthoscope soit juste en dessous, soit au niveau du creux du coude. Et on va gonfler le brassard. Donc, on gonfle le brassard. Là, donc là, quand on met le stéto, on entend les battements, le pouls, en fait. On entend les battements. Donc, on gonfle le brassard, on gonfle. Et on va le gonfler jusqu'à temps qu'on n'entende plus ce pouls-là. Donc, en général, si on a une pression artérielle normale, donc on va dire 120 de systole et 80 de diastole, si moi j'ai ça comme pression artérielle, vous allez gonfler le brassard jusqu'à 120 et au bout de 120, normalement, vous n'allez plus entendre de battement du cœur, le battement du pouls, pardon. Mais donc, je reprends parce que je ne vais pas vous mélanger. Donc, on met le brassard, on met le stéto en dessous, on gonfle, jusqu'à temps qu'on n'entende plus de pouls. Une fois qu'on n'entend plus de pouls, on va dégonfler tout doucement le brassard et là, on va réentendre le pouls. Et au moment où on réentend le pouls, ça va être la valeur de la pression systolique, donc la valeur la plus élevée. Donc si j'ai une pression artérielle normale, par exemple, ça va être à 120. On continue de dégonfler tout doucement le brassard jusqu'à temps qu'on n'entende plus le pouls. Et là, une fois qu'on n'entend plus le pouls, on va avoir la valeur de la pression diastolique, donc la valeur la plus basse. Donc par exemple, moi, si je suis une pression artérielle normale, je vais avoir une pression diastolique à près de 80 mm de mercure.
Et après, vous pouvez refaire la même mesure plusieurs fois si vous n'êtes pas sûr. Si vous, les premières fois, pour être sûr que vous avez pardon, la première fois, vous pouvez reprendre la mesure pour voir si vous avez la bonne valeur. Et c'est comme ça qu'on calcule une pression artérielle avec la valeur de la systole et de la diastole. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez vous entraîner quand vous serez en stage sur vos co-externes ou même vous pourrez faire directement sur vos patients. Et c'est bien de savoir mesurer la pression artérielle en dehors des machines automatiques. Maintenant, donc, la pression artérielle, on l'a vu, et il peut y avoir, on peut vous demander en stage, est-ce que tu peux aller me mesurer, faire un test d'hypotension orthostatique. Donc, HTO, c'est test d'hypotension orthostatique. Donc, comment on fait un test d'hypotension orthostatique? Donc, déjà, c'est quoi un test d'hypotension orthostatique? C'est rechercher une hypotension, donc c'est-à-dire une baisse de la pression artérielle quand le patient passe de couché ou assis à debout. Donc, on va mesurer, il faut que le patient soit au calme à peu près depuis 10 minutes. Donc, il faut qu'il soit tranquillement couché dans son lit depuis 10 minutes. À ce moment-là, on attend 10 minutes, on prend la mesure de la pression artérielle quand il est encore couché. Ensuite, on va demander au patient de se lever. Et donc là, il va passer de couché à debout. Et à ce moment-là, on mesure de nouveau la pression artérielle à 1 minute au moment où il est debout, à 3 minutes au moment où il est debout. On peut faire à 5 minutes. En général, on ne fait pas à 10 parce qu'après, c'est trop long à faire. Mais en général, on prend 3 mesures. Donc, le patient est couché, on prend la mesure artérielle. On le lève, on prend la mesure de la pression artérielle de nouveau à 1 minute, de nouveau à 3 minutes, de nouveau à 5 minutes. Et là, on va rechercher, donc le médecin, il va vous dire, est-ce que du coup, il y a une hypotension orthostatique? Donc, comment on va savoir s'il y a une hypotension orthostatique? Donc, il faut regarder la différence entre la valeur couchée et les valeurs debout. S'il y a une différence de plus de 20 mm de mercure, là, on peut dire qu'il y a une hypotension orthostatique. Si il y a une différence de pression artérielle diastolique couchée et debout supérieure à 10 mm de mercure, là, on peut aussi parler de hypotension orthostatique. Donc, c'est soit 20 mm de mercure en systolique, soit 10 mm de mercure en diastolique. C'est ou, c'est pas les deux. C'est vraiment là, soit l'autre ou les deux. Mais les deux ne sont pas nécessaires. Il y en a au moins une. Si une est vraie, on peut dire qu'il y a une hypotension orthostatique. Il y a une chose dont on va souvent vous piéger dans les partiels et même à l'ECN, c'est on va vous demander est-ce que la fréquence artérielle elle compte dans le test d'hypotension orthostatique. Et donc, il faut savoir que la variation de la fréquence cardiaque dans le test d'hypotension orthostatique ne rentre pas dans la définition. C'est-à-dire qu'on ne prend jamais en compte la fréquence cardiaque dans le test d'hypotension orthostatique. Normalement, quand vous. Donc, ça, c'est une chose. Après, normalement, quand vous prenez la tension artérielle, couché à debout, vu que vous êtes couché et vous passez à debout, le sang, donc là, il y a la gravité qui rentre en jeu une fois que vous êtes debout. Donc, le cœur, il faut qu'il envoie plus de sang au cerveau. Et donc, en général, la fréquence cardiaque, quand vous passez de couché à debout, augmente. Mais elle ne rentre pas en compte dans la définition de l'hypotension orthostatique. Donc, ça, c'est une chose très importante. Et vous allez souvent être piégé par rapport à ça. Ensuite, maintenant, on va voir l'auscultation cardiaque. Donc, vous allez utiliser votre stéto pour la première fois au début du stage. Donc, on vous demande les foyers, où est-ce qu'on écoute les bruits du cœur. Donc, il y a 4 foyers, dont vous avez déjà vu, c'est pareil, cette année en P2, aortique, pulmonaire, tricuspide et mitral. Pourquoi? Souvent, on interfère l'aortique et le pulmonaire parce que c'est plus logique pour nous, aortique vers vers le cœur et pulmonaire de l'autre côté. Mais en fait, pourquoi aortique est à droite du patient et pulmonaire à gauche du patient? En fait, c'est par rapport au vecteur. C'est juste que quand le cœur va éjecter le sang au niveau de l'aorte, là en fait au niveau de l'aorte, il va y avoir un vecteur et le sang il va éjecter comme ça, dans ce sens-là, le sang. Et du coup, c'est pour ça que le vecteur il se retrouve ici, le vecteur il se retrouve à droite du patient. Et quand le cœur va éjecter dans l'artère pulmonaire, le sang, le vecteur en fait il va être à l'opposé, donc il va être comme ça. Donc c'est pour ça qu'en fait on a de ce côté l'aortique et de ce côté pulmonaire, c'est par rapport au vecteur. Et pareil pour mitral et tricuspide. Après en stage, quand vous allez écouter le cœur du patient, il n'y a pas besoin de calculer deuxième espace intercostal droit, machin, machin. Ça, ça c'est dans les livres, mais en gros, vous allez retrouver devant le patient
et vous faites approximativement, c'est par là, le pulmonaire c'est par là, le tricuspide c'est par là, le mitral c'est par là. Vous faites approximativement, vous allez très bien entendre les sons, il n'y a pas besoin de calculer précisément quel espace intercostal il faut aller. Ça, c'est juste théorique. Dans la pratique, on fait ça plus rapidement. Sinon, on finit jamais l'examen clinique. Donc voilà pour les foyers. Et maintenant, une fois qu'on est en train d'écouter le cœur, comment on fait pour différencier les temps? Donc comme vous savez, il y a plusieurs temps et on sépare en deux grands temps. Donc la systole qui est entre le bruit numéro 1 et le bruit numéro 2 et la diastole qui est entre le bruit numéro 2 et le bruit numéro 1. Après, on va voir après le B3, B4. Mais du coup, vous pouvez vous entraîner avec votre stéto sur vous à écouter le B1 et le B2 ou sur vos co-externes, des gens de votre famille. Donc, le B1 est plus grave que le B2. Le B2 est donc plus aigu que le B1. Donc là, en fait, pour savoir les reconnaître, parce que si on n'a jamais entendu, on ne peut pas savoir lequel est B1, B2. Donc déjà, il y a grave et aigu. Et après, vous pouvez regarder, écouter sur YouTube. Vous cherchez bruit du cœur sur YouTube et vous allez tomber sur des vidéos où là, ils vous disent ah bah là, c'est le B1 parce que après, vous allez reconnaître là, c'est le B1, là, c'est le B2. Donc, vous regardez des vidéos sur YouTube au début pour savoir lequel est bien quel B2. Et ensuite, vous pouvez vous entraîner sur vous, sur votre famille. Ensuite, des fois, vous allez avoir un B3 et un B4. Il faut savoir que si vous avez un B3 et un B4, c'est forcément pathologique. B1 et B2, c'est physiologique. B3, B4, c'est pathologique. Ça, vous le verrez, c'est pareil dans le collège de cardio, mais si vous voulez savoir, le B3, en général, c'est parce qu'il y a une insuffisance cardiaque gauche. Et le B4, c'est parce qu'en fait, il y a souvent une hypertrophie du ventricule gauche. Et du coup, c'est le bruit de l'auricule gauche qui pousse le sang dans le ventricule. Donc B3, c'est insuffisance cardiaque gauche. B4, c'est contraction de l'auricule gauche. Ensuite, ce qu'il faut savoir, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le B1, en fait, ça correspond à la fermeture de la valve mitrale et le B2, ça correspond à la fermeture de l'aorte. Ensuite, pour la systole et la diastole, on va séparer en différents temps. Donc, si on entend un souffle au début entre le B1 et le B2, on va dire qu'il y a un souffle proto. Là, il y a une petite faute, pardon. Ça va être un souffle proto-systolique, donc au début de la systole. Et ça va être au milieu de la systole, on va dire que c'est mésosystolique. Donc là, je ne sais pas, c'est peut-être des anciennes nomenclatures, mais peut-être des fois, désolé, je n'ai pas corrigé. Donc le début, c'est proto-systolique. Si c'est au milieu de la systole, le souffle, ça va être mésosystolique. Et si c'est à la fin de la systole, ça va être télésystolique. Et pareil pour la diastole, si c'est au début de la diastole, ça va être protodiastolique, mésodiastolique, télédiastolique. Ici, ça fait toute la systole ou toute la diastole, ça va être holosystolique ou holodiastolique. Donc voilà comment on peut, après, vous verrez, chaque souffle a ses caractéristiques. Il va falloir un peu savoir est-ce que c'est proto, méso, télé, etc. Mais ça, vous verrez, c'est pareil dans le collège de cardio. Mais là, c'est juste pour savoir les différents temps de l'auscultation pulmonaire et vous pouvez vous entraîner. Sachant que quand on n'a pas de problème cardiaque, on n'a pas de souffle, on entend juste B1 et B2. On n'entend ni B3, ni B4, ni de souffle. Donc, quand vous entendez sur vous, sur votre cœur, dans votre famille, chez vos co-externes, s'ils ont un cœur normal, vous entendrez B1, B2 et c'est tout. Ensuite, donc là, c'est la pratique. Normalement, le mentorat, normalement, c'est interactif, mais là, je vous fais ça en vidéo. Ensuite, maintenant, on va passer aux signes d'insuffisance cardiaque. Donc, on va commencer par l'insuffisance cardiaque droite. Et donc, ça, vous avez appris, pareil, en P2, les signes. Et donc, juste avant de passer à la physiologie, l'insuffisance cardiaque droite, si vous vous rappelez, on a une thyroïde jugulaire, un reflux hépatojugulaire, des œdèmes des membres inférieurs, une hépatomégalie, plus ou moins une hépatalgie, une circulation veineuse collatérale abdominale. Donc, ça, c'est stade très avancé, on le voit très rarement, moi, je n'ai jamais vu. Et donc, pourquoi on va avoir tous ces signes sémiologiques? C'est parce que le cœur droit ne marche pas bien. Et donc, s'il ne marche pas bien, le sang il va s'accumuler en amont donc, du cœur droit. Et qu'est-ce qu'il y a en amont du cœur droit? Donc, en amont, c'est-à-dire avant. Qu'est-ce qu'il y a en amont du cœur droit? Il va y avoir tous les organes sauf le poumon. Donc, il va y avoir le foie, la rate, le sang qui remonte des membres inférieurs, le sang du cerveau, le sang des membres supérieurs. Donc, tout ce sang-là, il va aller dans le cœur droit.
sauf que le cœur droit ne marche pas, donc, enfin, marche moins bien, donc le sang va s'accumuler dans tous ces organes. Et donc, le sang, on va dire, entre guillemets, c'est un langage abusif, mais le sang, il va stagner dans les veines en amont du cœur droit. Donc, ça va être la veine cave supérieure, la veine cave inférieure, et après tous les organes dont j'ai nommé. Et donc, pourquoi ça a créé tout ça? Donc, en amont du cœur droit, il va y avoir les veines jugulaires. Donc, s'il y a plus de sang qui stagne, il y aura la jugulaire va grossir. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir la turgescence jugulaire. C'est pareil pour le foie. On a dit qu'en amont du cœur droit, on avait des organes dont le foie. Et donc, le sang, il va y avoir plus de sang qui va être stocké dans le foie. Et si on appuie sur le foie, bah, ça va chasser le sang du foie et ça va remonter dans la jugulaire. Donc, c'est pour ça qu'on a un reflux hépato-jugulaire. Et pour les membres, donc aussi, on a l'hépatomégalie et l'hépatagie. C'est pareil. Donc, l'hépatomégalie, parce que le foie, il va être gorgé de sang. Et l'hépatagie, vu que le foie est gorgé de sang, les cellules, le foie se dilate un petit peu. Les cellules, il y a des cellules qui éclatent un petit peu. Du coup, ça peut faire mal en appuyant au niveau du foie. Et les membres inférieurs, on va avoir des œdèmes des membres inférieurs. Et pourquoi on va avoir des œdèmes? Et ben, donc les œdèmes, c'est de l'eau, c'est-à-dire de l'eau dans les membres inférieurs. Et donc là, on va retourner en fait au cours de P1 où, avec les histoires de pression hydrostatique et oncotique. Donc là, ça va vous servir pour une fois pour l'externat et même jusqu'à la fin de l'externat parce que vous verrez ça aussi en néphrologie. Mais on va parler de la pression hydrostatique et oncotique. Donc en fait, donc là, c'est un petit schéma où il y a le sang qui passe dans la l'aorte, puis dans les artères, puis dans l'artériole. Là, c'est un capillaire. Et ça, là, j'ai pris schéma là, mais on va dire que c'est une veine. Une vénule, on va dire que c'est une vénule. Il faut oublier artériole déférente, ça va être vénule. Donc, le sang, il passe dans l'aorte, l'artère, l'artériole, le capillaire, et il retourne dans les vénules, les veines, etc. Et donc, la pression hydrostatique, si vous vous souvenez, c'est donc l'eau qui passe de l'endroit où il y a le plus de pression vers l'endroit où il y a le moins de pression. Donc, en fait, là, dans le capillaire, il y a plus de pression que dans le tissu interstitiel. Donc, ça, en dehors du capillaire, c'est le tissu interstitiel. Donc, l'eau, elle va passer de là où il y a le plus de pression vers là où il y a le moins de pression. Donc, elle va passer du capillaire vers le tissu interstitiel. Et si vous vous rappelez aussi, il y a la pression oncotique, où là, dans le sang, en fait, il y a des protéines. Et ces protéines, elles attirent l'eau. Et il y a plus de protéines dans le capillaire que dans le tissu interstitiel. Donc, l'eau, elle va passer du tissu interstitiel vers le capillaire parce qu'elle est attirée par les protéines qui sont dans le sang. Et donc ça va faire un équilibre. D'un côté, il y a l'eau qui sort du capillaire parce qu'il y a trop de pression. Et de l'autre côté, il y a l'eau qui rentre dans le capillaire parce qu'il y a plus de protéines. Et donc ça, pourquoi je dis tout ça? Parce que dans la science cardiaque, si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la science cardiaque, c'est le cœur droit qui ne marche pas. Donc l'eau, elle stagne, le sang, pardon, stagne en amont. Donc en amont, il y a aussi les membres inférieurs. Donc il va y avoir plus de sang dans les membres inférieurs. Et vu que le sang stagne, ben, en fait, il va y avoir plus de sang dans les membres inférieurs. Du coup, il va y avoir la pression hydrostatique qui va augmenter. Donc l'eau, elle va encore plus sortir. Et par contre, dans le sang, il y aura autant de protéines. Donc, l'eau, elle va continuer à aller vers les protéines, mais comme d'habitude. C'est juste que la pression donc, hydrostatique va augmenter. Donc, en fait, il va y avoir plus d'eau qui sort des capillaires vers le tissu interstitiel que d'eau qui rentre à cause des protéines. Donc, l'eau va s'accumuler dans le tissu interstitiel et c'est pour ça que les jambes vont gonfler. Il va y avoir des œdèmes des membres inférieurs parce qu'il y aura plein d'eau dans le tissu interstitiel. Donc, voilà pourquoi le phénomène physiologique, pourquoi on a de l'eau, œdème des membres inférieurs dans les jambes quand on est insuffisance cardiaque droite. Donc, voilà, c'était le petit rappel physiologique pour bien comprendre au niveau cardiaque comment ça se passe. Et donc, après, c'est pour ça on a ces œdèmes. Et là, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi on avait les autres signes cliniques. J'ai oublié de préciser quelque chose au niveau d'insuffisance cardiaque droite, c'est que les œdèmes, ils sont déclives aussi. Vous avez vu normalement dans votre cours de sémiologie, les œdèmes de l'insuffisance cardiaque droite, ils sont déclives. Déclive, ça veut dire quoi? C'est l'endroit où il y a le plus, le corps subit plus la gravité. Donc, si on est debout, l'eau, comme on a vu tout à l'heure, l'eau, elle va s'accumuler dans les jambes et ça va faire des œdèmes des membres inférieurs. Sauf qu'il y a beaucoup de malades qui restent des jours et des jours allongés dans leur lit à l'hôpital. Et donc, en fait, là, le patient est allongé.
Donc, là où il y a le plus de gravité, ça va être au niveau des lombes, donc au niveau du dos, du bas du dos, et au niveau aussi des fesses. Et du coup, le lot, au lieu d'avoir, il peut y avoir des œdèmes des membres inférieurs, mais il peut aussi y avoir de l'œdème au niveau des lombes. Et c'est pour ça qu'on dit déclive, parce que ça dépend de la gravité. Et du coup, les œdèmes des membres inférieurs, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Et on dit, dans la définition, des œdèmes des membres inférieurs d'origine insuffisance ventriculaire droite, c'est des œdèmes blancs, mous, qui prennent le godet. Donc, qui prennent le godet, ça veut dire que quand on appuie, ben, en fait, la marque, elle va rester. Il y en a qui peuvent avoir une satisfaction, je pense, à faire ça, parce que c'est assez drôle, entre guillemets. Et donc, ils prennent le godet, ils sont blancs, mous et indolores. Donc, ils sont pas doux. Quand on fait ça, le patient n'a pas mal. Ils sont blancs, c'est-à-dire que la jambe n'est pas rouge, il n'y a pas d'infection ou quoi. Et donc blanc, mou, donc mou, qui prennent le godet, mou, voilà. Donc là, vous avez un œdème de bras inférieur blanc, mou, prenant le godet, indolore. Et donc ça c'est la turgescence jugulaire qu'on a parlé tout à l'heure. Donc ça ressemble à ça. Là, on voit bien la jugulaire qui ressort, alors que normalement, on ne voit pas du tout la jugulaire qui ressort. Et donc maintenant, on a vu la séance cardiaque droite. Qu'est-ce que c'est la séance cardiaque gauche? Et donc là, on va avoir comme signe une orthopnée décrépitant comme signe sémiologique. Après, on a radiologique, c'est encore autre chose. Mais du coup, si on reprend notre physiologie de tout à l'heure, en fait, l'insuffisance cardiaque gauche, c'est le ventricule gauche, donc le cœur gauche, qui ne marche pas bien. Donc, le sang va s'accumuler en amont du cœur gauche. Et qu'est-ce qu'il y a en amont du cœur gauche? Il y a les poumons. Et donc, le sang, il va stagner dans les poumons. Et si on reprend notre petit schéma de tout à l'heure, vu que le... Pardon, il faut juste que ça s'ouvre. Vu que le sang, il va stagner dans les poumons, donc il va y avoir plus de sang les poumons et dans les capillaires pulmonaires, bah c'est pareil, l'eau, elle va sortir du capillaire pulmonaire vers le tissu interstitiel pulmonaire, vers les alvéoles, pardon. Et du coup, c'est pour ça qu'on va avoir de l'eau dans les poumons, parce que les alvéoles, elles vont être engorgées d'eau, et c'est pour ça qu'on a du mal à respirer. Donc, on a une dyspnée. Donc, c'est comme l'insuffisance cardiaque droite, sauf que là, c'est dans les poumons, parce qu'en amont du cœur gauche, il y a les poumons. Donc, le sang va s'accumuler dans les poumons, et donc, il va y avoir de l'eau qui va aller dans les alvéoles. Et pourquoi orthopnée? Donc, orthopnée, ça veut dire qu'on respire mieux assis et on respire moins bien allongé. Parce qu'en fait, quand vous êtes assis, il y a la gravité. Et donc, le sang, il va aller plus vers le bas du corps. Alors que quand vous avez un cœur gauche qui ne marche pas bien, vous allez vous allonger. Et là, tout le sang, il y a moins de gravité si vous allongez. Donc, le sang, il va remonter vers le haut du corps. Donc, c'est-à-dire que s'il y a plus de sang vers le haut du corps, il va y avoir plus de sang dans les poumons. Déjà que le cœur ne marche pas bien. Donc, le sang, il va s'accumuler encore plus dans les poumons et il va y avoir encore plus d'eau dans les poumons. Et c'est pour ça que les patients qui sont insuffisance cardiaque gauche, ils ne peuvent pas s'allonger complètement parce que sinon, il y a trop dans les poumons, ils n'arrivent plus à respirer. Donc, ils dorment toujours au moins à demi assis ou assis et ils ne s'allongent jamais. Et donc, les signes qu'on va entendre de l'eau dans les poumons, ça va être ce qu'on appelle des crépitants. Donc là, c'est pareil, si vous voulez entendre ce que c'est des crépitants, vous pouvez aller sur YouTube, regarder les bruits pulmonaires et vous allez entendre tous les signes sémiologiques dont d'autres signes. Et voilà, donc, et donc au niveau radiologique, on dit que c'est un OAP, œdème aigu pulmonaire. Et c'est vraiment typique. Bon, là, c'est pas incroyable non plus comme radio, mais en fait, au niveau radiologique, l'OAP, ça va être un syndrome alvéo-interstitiel. Donc l'eau, elle s'accumule dans les alvéoles et dans le tissu interstitiel. Et donc, ça part des îles. Là, on a les îles à ce niveau-là. Ça part en ailes de papillon. Ça part des îles et ça fait des ailes de papillon, ce qu'on appelle le syndrome alvéolo-interstitiel. Et maintenant, comment on fait pour... il y a une autre chose à faire dans la sémiologie cardiovasculaire, ça va être la palpation des poux périphériques. Donc là, les poux périphériques, les gros en fait qu'on prend en stage, ça va être les poux radiaux et les poux pédieux et tibiaux antérieurs. Donc ça va être les principaux qu'on va prendre. On peut prendre aussi le pouls fémoral, ça c'est important aussi. Mais les poux temporaux, ça c'est dans certaines pathologies où on ne les prend pas tout le temps. Vous pouvez regarder aussi les carotides, c'est facile à avoir. Mais la plupart, ça va être radio, fémoraux
et l'époux pédieux, aka tibio antérieur. C'est pédieux et tibio antérieur, c'est la même chose. Et donc juste, donc ça, vous pouvez vous entraîner aussi à prendre sur vous, juste pour la palpation des poux périphériques, ce qui va être plus facile pour prendre les poux pédieux, donc tibio antérieur, il va falloir les prendre à ce niveau-là. En fait, juste, donc là, il y a le premier orteil, le deuxième orteil, et on prend entre le premier orteil et le deuxième orteil, un peu plus haut au niveau du pied, et on va le prendre par ici. Sinon, si vous allez trop haut, vous allez avoir encore plus de mal à trouver. En général, vous ne trouvez par ici, vous cherchez dans cette zone-là. Moi, on me l'a appris en D3, ça, donc avant, je galérais à trouver les poux tibiaux antérieurs. Et en fait, vous allez juste ici, dans cette zone-là, vous allez trouver facilement les poux tibiaux antérieurs. Donc, ça, c'était un petit tips pour votre stage si vous devez chercher des poux. Et voilà, la petite astuce. Et donc maintenant, pour passer rapidement à la fin de l'examen cardiovasculaire, on va passer à l'ECG. Donc là, on va voir rapidement qu'est-ce qu'il faut faire devant un ECG pour ne pas être perdu si un chef ou un interne vous demande. Mais ça ne va pas du tout être exhaustif. Vous allez apprendre tous les pathologies de l'ECG dans le collège de cardio. Là, c'est juste pour savoir rapidement interpréter un ECG. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a le moyen mémotechnique FRACHI, donc FRACHI. Donc, on va faire toujours la même chose. On va commencer. Le F, c'est la fréquence cardiaque. On va rechercher la fréquence cardiaque. Donc là, il y a une petite faute, c'est 60 à 100 battements par minute. Pardon. Donc, on va chercher la fréquence cardiaque. Donc, comment on fait? euh, On va prendre il y a une petite astuce pour ne pas avoir à calculer, sinon il y a un petit calcul à faire. C'est qu'on va on va prendre une onde R, donc là c'est l'onde R, à une autre onde R. Et on va calculer le nombre de carreaux entre ces deux ondes R. Donc là on voit il y a 1, 2, 3, 4 carreaux. Et à chaque fois, en fait, ça va être dégressif. Donc là, on va dire que un carreau, là, s'il y avait deux ondes R qui s'étaient séparées, deux ondes R séparées seulement de un carreau, il y aurait 300 battements par minute. Deux carreaux, 150 battements par minute. Trois carreaux, 100 battements par minute. Quatre carreaux, 75 battements par minute. Donc là, entre deux ondes R, il y a quatre carreaux, donc ça fera 75 battements par minute. S'il y avait 5 carreaux ici, ça aurait été 60 battements par minute. S'il y avait 6 carreaux, ça aurait été 50 battements par minute. Donc je recommence rapidement si vous voulez. Si d'une onde R à une onde R, il y a un carreau, là ça aurait fait 300 battements par minute. Là, deux carreaux, ça aurait fait 150. Trois carreaux, ça aurait fait 100. Quatre carreaux, ça fait 75. 5 carreaux, ça fait 60. Et 6 carreaux, ça fait 50 battements par minute. Donc ça, c'est une petite technique pour calculer rapidement la fréquence cardiaque. Donc maintenant, on va passer au rythme une fois qu'on a fait la fréquence. Et là, il va falloir savoir si le rythme est régulier et sinusal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour savoir ça? Sinusal, ça veut dire que chaque onde P est suivie d'un QRS et chaque QRS est précédé d'une onde P. Si on a ça, on peut dire qu'il est sinusal. Sinon, il va falloir chercher un trouble du rythme. Et comment on sait aussi donc je dis sinusal et régulier, comment on fait pour savoir s'il est régulier? Là, je ne peux pas trop vous montrer comme ça parce qu'il faudra une feuille, mais vous pourrez demander peut-être de vos co-externes qui savent ou vos internes comment on fait un rythme régulier. Il faut juste voir si, par exemple, là, entre chaque onde R, est-ce qu'il y a la même intervalle à chaque fois? Et en fait, il faut prendre une feuille, il faut tracer deux petits traits en haut-dessus et après reporter la feuille pour voir si il y a le même espace entre chaque onde R. Mais là, je ne peux pas vous montrer, désolé, sur cette vidéo, mais ce n'est pas du tout compliqué. Vous verrez ça en stage. Ça prend 2 secondes à faire et c'est très facile. Ensuite, on va calculer l'axe. Donc, l'axe, il est entre moins 30 et 100 degrés. Là, c'est pareil. Normalement, vous avez vu aussi en P1 comment calculer un axe. Donc, ça, je repasse rapidement. Ensuite, on a la conduction. Donc là, il va falloir regarder l'onde PR. Est-ce qu'elle est entre 120 et 200 millisecondes? Il va falloir regarder le QRS si il est inférieur à 80 millisecondes. Et aussi, il va falloir calculer le QT corrigé. Mais ça, c'est pareil, je vous laisserai en cardio le voir. Là, c'est un peu compliqué de vous montrer ça en vidéo. Mais il va falloir regarder s'il y a des troubles de la conduction. Ensuite, on va regarder les hypertrophies. Est-ce qu'il y a des hypertrophies? Donc là, c'est pareil, c'était les hypertrophies ventriculaire droite, ventriculaire gauche, auriculaire droite, auriculaire gauche. Et il y a des caractéristiques
Vous apprenez ça dans le collège et même vous avez appris ça dans le MP2 de chaque hypertrophie. Et après, les signes d'ischémie, ça va être est-ce qu'il y a un sus ou sous-décalage du segment ST? C'est pareil, ça. Mais voilà, en fait, comment on calcule, on regarde rapidement si un ECG est normal ou pas. Là, le but de. Là, je ne peux pas vous montrer, ou que je fasse un cours entier sur l'ECG, mais vous pourrez apprendre tranquillement ça en stage et dans votre collège. Et après, si vous êtes en galère, vous demandez, vos internes, ils savent très bien, ou alors il faudrait faire limite un cours complètement là-dessus, mais ça serait beaucoup trop long. Donc voilà un peu pour l'examen cardiologique, et après on va passer à la vidéo suivante.